Elle décrit des douleurs qui sont donc face antérieure de l'épaule droite et qu'elle identifie comme étant apparues depuis quelques mois progressivement, mais elle n'identifie pas de cause de symptomatologie d'apparition particulière. Elle a également des douleurs cervicales basses et des douleurs lors de l'extension thoracique qui sont plus anciennes, qu'elle décrit à peu près depuis son adolescence, depuis l'âge à peu près de 15 ans. Elle a réalisé aucune imagerie par rapport à sa douleur d'épaule. Donc voilà, elle vient consulter avec une simple ordonnance et pas d'examen complémentaire réalisé pour le moment. Et chose importante qu'elle dit lors de l'entretien clinique, c'est qu'elle vit très mal le fait de ne pas pouvoir être à son maximum, donc avec des facteurs psychologiques qui vont être impactés, ce qu'on appelle les yellow flags. Et ça, c'est important de le savoir dès l'entretien clinique parce que ça va impacter le choix de nos exercices, le choix de notre rééducation. L'idée, c'est qu'on s'adaptera le plus possible à sa pratique et on essaiera justement, à travers la rééducation qu'on va proposer, d'essayer de la faire sentir proche de son maximum malgré tout, malgré les douleurs, malgré les symptômes qu'elle présente, justement en tenant compte de ces yellow flags. À l'examen visuel, elle présente une hyperflexion gléno-humérale. Pourquoi? Parce qu'elle veut éviter l'extension thoracique, le mouvement qui est douloureux depuis du coup plusieurs années. Et donc, pour compenser ce mouvement, elle arrive à aller chercher assez loin en hyperflexion de la gléno-humérale. À côté de ça, elle a une attitude en syphose thoracique. Et ce qui va aller de pair avec ça, c'est que du coup, comme elle est en syphose thoracique, eh bien, elle va avoir sa scapula qui va être placée plutôt en bascule antérieure. Et donc, du coup, elle va manquer de bascule postérieure. On pourrait même dire, suivant les schémas de syphose, que la scapula va venir se placer en bascule antérieure, rotation interne. Et ça, on verra que ça a son importance sur certains schémas pathologiques, sur certaines pathologies. Pour vous montrer la vidéo de ce qu'est un overhead press, c'est ce mouvement. Donc avec un schéma au niveau de l'épaule plutôt en flexion-abduction. Et donc c'est un mouvement qu'on réalise majoritairement pour cibler les deltoïdes, donc, partie moyenne, partie antérieure. Voilà. Si je peux juste compléter la partie moyenne, partie antérieure, vous allez avoir beaucoup de parties antérieures sur la face basse et sur la toute fin de l'amplitude, quand il y a la tête qui passe en dessous de la barre, on a une majoration de la phase médiale. Yes. Pas médiale, du deltoïde moyen, pardon. Deltoïde moyen. Yes. Donc c'est sur ce mouvement qu'a décrit sa symptomatologie principale. Et donc du coup, comme c'est son symptôme principal, c'est à ce symptôme-là qu'on va le plus se référer, qu'on va essayer de modifier, qu'on va essayer d'analyser au plus possible. Du coup, on va avoir plusieurs hypothèses probables. Alors si j'arrive à passer la diapo, je vais faire comme ça. Okay. On a dit que ce mouvement, il a un schéma en abduction-flexion. C'était le schéma des mouvements en gros de flexion et des mouvements de poussée, type développé couché, overhead press, choses comme ça. Du coup, quand on réfléchit, douleur d'épaule, jeune de 24 ans, on pourrait, une des premières choses à laquelle on va penser, ça va être le raisonnement de chacun, mais en tout cas, c'est une chose qu'il va falloir analyser, c'est les douleurs de coiffe. Sur ce type de mouvement, comment la coiffe elle va bosser? En gros, il va falloir comprendre que la coiffe elle a différentes fonctions. Pour simplifier ce soir, on va parler de stabilisation ou de mobilisation. La fonction mobilisatrice principale de la coiffe, c'est dans le nom, c'est la rotation. Par contre, sur ces schémas-là, les schémas d'overhead press, elle va aussi pas mal permettre de stabiliser la tête humérale. Et donc, du coup, on a vu que c'était un mouvement en flexion et en abduction. Sur la flexion, qu'est-ce qui va stabiliser? C'est la coiffe postérieure. La coiffe postérieure, c'est le supraépineux, c'est l'infraépineux et c'est le petit rond. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une flexion d'épaule, flexion simple, une élévation antérieure, c'est les muscles moteurs, principalement, c'est ce qu'on a en bleu, ça va être le deltoïde antérieur et le grand pectoral. Sauf qu'en plus de ça, le deltoïde antérieur et le grand pectoral, ils vont avoir tendance à chercher à antérioriser, de par leur insertion, la tête humérale. Et donc, du coup, pour contrer cette antériorisation, la coiffe postérieure, elle va se contracter pour stabiliser. Ça va être exactement la même chose dans l'inverse, sur les mouvements d'extension, avec les muscles mobilisateurs que sont le grand dorsal, le grand rond et le deltoïde postérieur. Ces muscles-ci, oui, ils vont faire de l'extension humérale, mais ils vont aussi
chercher à postérioriser la tête. Et donc, du coup, pour lutter contre cette postériorisation, c'est la coiffe antérieure qui va stabiliser et qui va permettre de centrer la tête humérale. Ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, cette patiente-là, elle a mal en flexion, elle a mal en abduction. Or, on sait que flexion-abduction, sur ces deux schémas-là, la coiffe postérieure, elle se contracte, elle stabilise, alors que sur l'extension, elle a pas mal, et là, la coiffe postérieure n'intervient pas, c'est que la coiffe antérieure. Donc déjà, vraisemblablement, si elle a une douleur qui est liée à la coiffe des rotateurs, il y a plus de chances que ça soit une douleur de coiffe postérieure que de coiffe antérieure. Ça, c'est le premier raisonnement qu'on peut avoir. Donc du coup, là, on sait que potentiellement, la coiffe, elle peut faire mal en stabilisation. Maintenant, il va falloir aller le tester. Donc on va aller un petit peu plus loin sur l'examen clinique musculaire. On a vu qu'elle a des douleurs sur une activité en charge. L'overhead press, c'est un mouvement sur lequel on peut charger assez lourd, et elle a des douleurs vraiment spécifiquement sur cette activité. Donc on va aller analyser les mouvements en charge. Pourquoi? Parce qu'elle peut avoir mal sur un overhead press qu'elle va charger à 30, 40, 50 kg, mais ne pas avoir mal en reproduisant le mouvement sans charge. Donc si vous faites le bilan juste du mouvement sans charge, potentiellement elle va être asymptomatique. Donc l'idée, c'est d'aller reproduire le plus possible ces symptômes. C'est une des choses que nous, avec Godefroy, on cherche à faire quand on fait un bilan, c'est qu'au bilan, il faut que le patient, on arrive à reproduire le symptôme pour lequel le patient vient. Parce que sinon, on ne peut pas raisonner. Donc du coup, on va analyser les grands mouvements en charge. Les grands mouvements, ça va être la flexion, ça va être l'abduction, ça va être les rotations, ça va être l'extension, ça va être l'adduction horizontale. Ça va aussi dépendre de la symptomatologie de votre patient. Là, nous, on a vu que c'était la flexion et l'abduction. Et c'est des mouvements qui peuvent être douloureux. On va aussi analyser la mobilité. Pourquoi? Parce que des douleurs sur un mouvement qui est quand même exigeant, qui est technique, comme le overhead press, si on manque de mobilité, on va pouvoir avoir des compensations qui se mettent en place. On a vu par exemple qu'elle avait une compensation qui se mettait en place avec une hyperflexion gléno-humérale par manque d'extension thoracique. Au niveau de la mobilité, elle a globalement une mobilité qui est normale, qui est très bonne, voire même un petit peu plus importante que ce qu'on pourrait appeler une norme entre guillemets. Ensuite, on va aller tester spécifiquement la coiffe. Parce que on a vu avant que si c'était notre hypothèse, en tout cas que c'était une douleur qui est liée à la coiffe des rotateurs ou à l'espace sous-acromial de manière générale, il faut aller le tester, il faut aller l'isoler. Donc, la première chose qu'on fait, ça c'est le bilan que moi je fais et que je propose, mais qui n'est pas du tout exhaustif et qui est complètement modifiable, c'est qu'on va aller regarder la fonction mobilisatrice du coup de la coiffe. On a parlé de la fonction stabilisatrice tout à l'heure sur la flexion et l'abduction. Là, on va aller parler de la fonction mobilisatrice, donc sur les rotations. Pour ça, le plus simple, c'est d'aller mettre le patient en rotation externe 2, position R2, 90 degrés d'abduction, ou un petit peu moins si jamais c'est sensible. Là, vous voyez, je vous ai mis une photo à droite. On est même à moins de 90 degrés d'abduction. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur un patient qui peut-être est irritable. Là, chez cette patiente, on peut aller largement plus loin et se rapprocher des 90 d'abduction. La première chose qu'on va faire, c'est des rotations internes et des rotations externes assez lentes. Normalement, dans cette position, en décubitus dorsal, bras en R2, on a à peu près un arc de 180 degrés de rotation. Selon les spécificités des patients, ça peut changer. Par exemple, les patients qui vont présenter ce qu'on appelle des GERD, donc des déficits de rotation interne gléno-humérale, on va pouvoir avoir justement un manque de rotation interne, mais qui finalement va être compensé par beaucoup de rotation externe. Donc finalement, on a quand même un arc dans la théorie de 180 degrés qui va simplement être déplacé. Là, chez elle, on a un arc de 180 degrés qui va vraiment de 180 degrés à 0 et reste parfaitement dans un plan horizontal. Donc, dans ce plan-là, on va aller regarder les rotations internes et externes lentes. Pourquoi lentes? Parce que dans cette position, sur une rotation interne lente, on va tester la coiffe postérieure dans une fonction excentrique. Sur la rotation externe lente, ça va être l'inverse. Ce qui va faire le mouvement, c'est la pesanteur. Et ce qui va freiner le mouvement, sur la rotation externe, c'est la coiffe antérieure, donc le sous-scapulaire. Même s'il est rotateur interne en soi, dans cette fonction-là, il va freiner le mouvement qui est fait par la pesanteur, donc il bosse en excentrique. Ça, qu'est-ce que ça nous dit? Si déjà elle a des douleurs sur ces mouvements-là, ça veut dire que potentiellement, elle a des douleurs quand les muscles se contractent en excentrique. Et là, ce n'est pas le cas. Elle n'a pas de douleur sur ça, et c'est plutôt cohérent avec le mouvement d'overhead press, où finalement, elle a vraiment des douleurs sur la face concentrique, pas particulièrement de douleurs en descente. Donc la coiffe postérieure, elle ne semble pas particulièrement poser de soucis dans une fonction excentrique.
Pour tester en concentrique, le seul paramètre qu'on va modifier, c'est le paramètre vitesse. Donc, on va aller faire des rotations internes et des rotations externes plus rapides. Et donc là, sur la rotation interne rapide, c'est la coiffe antérieure, pardon, donc le sous-scapulaire qui va faire le mouvement. Et sur une rotation externe 2 rapide, c'est la coiffe postérieure qui fait le mouvement. Et donc là, on verra qu'il y a des petites choses, on en parle juste à la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller chercher des rotations externes contre-pesanteur, un peu plus chargées. Pour ça, le mieux, c'est de mettre la patiente en décubitus ventral. Pareil, toujours en R2, pour être assez spécifique sur la coiffe. Et donc, du coup, là, on va charger sur le mouvement. Les normes qui sont admises à peu près, c'est qu'une coiffe postérieure qui est saine, entre guillemets, sur une rotation externe en décubitus ventral, on doit pouvoir soulever à peu près 2 kg sur au moins 20 répétitions, sans compensation. Les compensations, lesquelles elles peuvent être, et ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut être vigilant, c'est soit le patient qui va faire de l'extension du poignet, soit de l'extension d'épaule, donc il va compenser avec le deltoïde postérieur, soit une adduction d'épaule pendant la rotation externe, et donc là c'est que c'est plutôt le grand dorsal qui vient compenser. Elle, c'était pas le cas, elle compense pas. Par contre, 2 kg, impossible, donc plutôt une coiffe postérieure en rapport avec ce qu'on a vu avant, qui semble manquer un petit peu de force. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'il faut le faire en comparatif. Et là, il y a une différence quand on compare entre le bras droit et le bras gauche. Ensuite, on va essayer d'aller tester un petit peu des courses. Pourquoi? Parce que là, on teste le mouvement global, mais peut-être qu'elle a mal qu'en fin d'amplitude ou au début de l'amplitude. Donc là, il faut être encore un peu plus précis. On remet le patient en décubitus ventral. Pardon, j'ai fait une erreur. C'est décubitus dorsal. Et donc là, on va aller tester 3 courses qui vont être la course externe, la course moyenne et la course interne. Et donc à chaque fois, dans ces positions, on va demander des contractions isométriques maximales, progressives, et la patiente nous dit comment elle se sent. Sur ça, globalement, pareil, toujours un petit peu manque de force à droite, mais il n'y a pas une course qui est, aberramment faible, mais petite faiblesse qui est marquée quand même sur la course externe. Et ensuite, donc là, on a fait tout notre examen de coiffe. Donc, rotation interne en course externe, course moyenne, course interne. Et ensuite, coiffe postérieure, rotation externe en course externe, course moyenne, course interne. Là, on a évalué toute la coiffe et on est beaucoup plus spécifique que des tests qui seraient justement dits spécifiques comme un test de Job, un test de NIR, un test d'Hawkins ou autre. Là, on teste vraiment plein de composantes et toutes les composantes actives. On est vraiment sur de l'analyse fonctionnelle. Et ensuite, au passage, on regarde surtout par rapport au mouvement qu'a fait l'haltérophilie et aux symptomatologies qu'il y a décrit, on peut aller évaluer le trapèze et le dentelé antérieur. Et sur ça, globalement, rien. Donc trapèze évalué en décubitus ventral avec différentes positions pour essayer d'axer un petit peu plus trapèze 1, trapèze moyen, trapèze sup. Et dentelé antérieur en décubitus dorsal à 90. Et on vient chercher une protraction scapulaire. Globalement, sur tout ce bilan, ce qu'on peut voir, comme on a dit, c'est qu'elle manque de force sur la coiffe postérieure, à droite. Elle manque de force un petit peu du deltoïde postérieur en bilatéral. Là, on ne l'a pas mis dans l'analyse, mais globalement, quand on teste un peu plus en fonctionnel, c'est ce qu'on voit. Et elle a une faiblesse dans les secteurs angulaires en élévation. Je vous ai mis un exercice là à droite qui s'appelle le wiper, qui est intéressant parce qu'on vient cibler la coiffe plutôt en course externe. Et en plus, on chante un petit peu l'activation du deltoïde parce que le deltoïde postérieur, là, il est en insuffisance musculaire active, passive, pardon. Et donc, du coup, comme le deltoïde postérieur, il est rotateur externe, le fait de le chanter, là, du coup, on est vachement plus ciblé sur la coiffe. Et plus on va dans des secteurs angulaires d'élévation, plus elle est faible. Et ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'il faut tester les patients dans tous les secteurs angulaires. Vous avez des patients qui auront une coiffe postérieure qui va avoir une très bonne fonction coude au corps en RE1. RE2, ça devient compliqué. Et quand vous allez chercher des secteurs d'élévation, là, on a une grosse faiblesse. Donc, c'est vraiment ultra, ultra important d'aller tester tous les secteurs angulaires. Parce qu'on peut être symptomatologique dans un secteur et pas dans un autre. Que ça soit fort, douloureux, stable, instable, peu importe, il faut aller tester tous les secteurs. Ensuite, là, c'est l'hypothèse coiffe. On garde ça de côté. Une hypothèse qu'on pourrait avoir aussi, c'est l'hypothèse neuro. Pourquoi? Parce que on a vu à l'anamnèse qu'il y a décrit des douleurs cervicales assez anciennes. Et donc, du coup, douleur cervicale, douleur d'épaule,
ça peut valoir le coup d'aller faire un examen neurologique périphérique, surtout pour certaines pathologies, enfin certains tableaux particuliers, notamment la mécanosensibilité. Elle ne décrit pas de douleur neuropathique. Donc, alors pour la douleur neuropathique, on a un questionnaire de référence qui est le DN4. Maintenant, si votre patient vous décrit juste des fourmillements et des engourdissements, il n'y a que ces 2 items, il n'a pas 4 items comme c'est décrit au DN4, pourtant c'est clairement de la douleur neuropathique. Donc voilà, sans parler du DN4, elle n'a pas de douleur de type fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaison, brûlure, froid douloureux, voilà. Toutes ces types de choses, elle ne les décrit pas du tout. Donc on n'est pas sur un tableau de douleur neuropathique. Elle n'a pas de tests neurodynamiques qui sont positifs. Donc les tests neurodynamiques sur le bilan neurologique cadence sup, c'est ce qu'on appelle les tests neuroméningés, où on va aller tester les nerfs médians, ulnaires et radial, donc tout le plexus antérieur au niveau de l'épaule. Pourquoi elle n'a pas de test neurodynamique positif? Parce que quand on met en tension de ces nerfs, on ne reproduit pas les symptômes, et en plus, on n'a pas ce qu'on appelle de différenciation structurelle. C'est-à-dire que quand ça tire, il n'y a pas de différence, enfin ça ne reproduit pas sa douleur, et on n'arrive pas à différencier en détendant les nerfs au niveau du rachis cervical ou en détendant les nerfs au niveau des bras, qui sont les 2 items que vous devez avoir si vous voulez considérer qu'un test neurodynamique il est positif. C'est-à-dire quand je mets en tension le nerf d'un patient, pour dire qu'il est mécanosensible, il faut que je reproduise ses symptômes, et en plus que je modifie ces symptômes avec une différenciation à distance, soit du rachis cervical, soit de l'épaule, soit du coude, soit du poignet, en gros, sur tout le trajet nerveux. Là, elle n'a pas ça. Et en plus, elle n'a pas de neuropathie, donc elle n'a pas de perte de fonction, ni de gain de fonction d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas de douleur neuropathique ou de choses type wind-up ou de choses comme ça. Elle n'a pas de neuropathie, donc elle n'a pas d'altération des réflexes. Elle n'a pas de perte de force, quelle que soit la position du rachis cervical. Elle n'a pas de perte de sensibilité sur les grosses ou les petites fibres, qu'on peut tester de différentes manières. Et elle n'a pas d'altération des motoneurones supérieurs ou du système nerveux central de manière générale. Là, les items que vous avez en haut à droite, donc en jaune, c'est des items qu'on retrouve dans le cluster de Cook, par exemple, pour la myélopathie cervicale. Elle n'a pas ces items-là, donc pas d'altération non plus du système nerveux central. Donc on peut exclure l'hypothèse neuro. Maintenant, on peut aller aussi se demander, de par l'utilisation qu'elle a de son épaule, si son épaule elle est bien stable. Et là, on va différencier différents types d'instabilité. Vous avez cette classification, qui est la classification de Thomas et Madsen, qui différencie les épaules instables en 3 catégories, ce qu'on va appeler les TUBS, les IMBRI ou les IOS. Et là, on peut exclure assez facilement. Les TUBS, c'est la luxation classique, luxation antérieure d'épaule, traumatique, ça part dans une direction. On va avoir dans plus de 90% des cas une lésion du labrum, ce qu'on appelle une lésion de Bankart. Je parle bien de Bankart labral et pas de Bankart osseux. Le Bankart osseux, c'est une fracture de la glène, et là, c'est beaucoup plus rare. Enfin, ça arrive, mais c'est plus rare par rapport au Bankart labral. Donc là, voilà. Pourquoi on peut l'exclure? Parce qu'elle ne décrit pas d'épisode traumatique, elle ne décrit pas de luxation ou de subluxation. Donc, subluxation, ça serait juste une perte de contact qui n'est pas totale de la surface articulaire, et puis ensuite la tête humérale qui reviendrait en face au niveau de la glène. Ça, ce n'est pas des choses qu'elle décrit. Et puis en plus, elle n'a pas d'hyperlaxité spécifique, donc spécifique à l'épaule, ou d'hyperlaxité généralisée. Comment on va tester l'hyperlaxité antérieure spécifiquement? On va avoir des patients qui vont avoir une hyperrotation externe. Donc coup de corps, c'est des patients qui vont largement dépasser les 85 degrés, voire 90 degrés. Et en plus, qui vont avoir une mobilité de la tête antérieure quand on va pousser, donc sur ce qu'on appelle un load and shift test. C'est-à-dire qu'on va impacter la tête humérale contre la glène et on va venir pousser devant. Il va avoir une hypermobilité assez caractéristique où vraiment on sent que la tête humérale est par devant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperlaxité spécifique à l'épaule. L'hyperlaxité généralisée, c'est les patients qui sont laxes de manière générale. Ça, c'est des choses qu'on va tester avec le score de Beighton ou les critères de Beighton, donc avec des patients qui arrivent à mettre leur pouce sur leur avant-bras, qui arrivent à toucher le sol assez facilement, qui ont des récurvatums. Voilà, ça, c'est une hyperlaxité qui est généralisée. C'est pas parce qu'on est laxe au niveau de l'épaule qu'on est laxe de manière générale. Et vice-versa, c'est pas parce qu'on est laxe de manière générale qu'on est laxe au niveau de l'épaule. Donc c'est important, oui, de prendre en compte la laxité ligamentaire généralisée, mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est quand même d'aller tester la laxité spécifique à l'épaule, sur un tableau clinique d'épaule. Bon, TUBS, on a exclu. Est-ce qu'on peut la mettre dans la catégorie des IMBRI? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que les IMBRI, ils vont avoir des instabilités qui vont être multidirectionnelles, donc soit antérieures, soit postérieures, soit inférieures. Elle, ce n'est pas le cas. On a dit en plus qu'elle n'a pas d'hyperlaxité spécifique ou généralisée. Elle n'a pas d'altération de contrôle neuromusculaire, que ce soit au niveau des muscles gléno-huméraux ou des muscles scapulaires.
Voilà, ce qui est assez typique aussi au niveau des âneries. Donc, on peut plutôt exclure ces tableaux d'instabilité d'épaule. Par contre, on peut l'inclure dans la catégorie des IOS. Pourquoi? Parce que les IOS, c'est une instabilité qui va être acquise, c'est-à-dire que c'est des patients qui, notamment en lien avec une gestuelle sportive majoritairement ou professionnelle, vont développer une instabilité qui est spécifique à certains mouvements, notamment les mouvements de lancer, les mouvements d'armée ou les mouvements overhead, surtout en charge. Elle, c'est le cas. Elle a une symptomatologie sur un overhead press en charge, donc on a les deux items, activité overhead, activité en charge. En plus, elle a une mobilité qui est normale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas instable ou elle n'est pas hyperlaxe ou autre dans certains secteurs, elle est vraiment gênée sur ce mouvement en particulier. En plus, elle a des douleurs qui sont persistantes et surtout qui sont liées à l'activité. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, elle n'est pas gênée. Dans un secteur assez bas, type en R1, voire en R2, elle n'est pas forcément gênée. Par contre, dès qu'on va chercher un secteur angulaire d'élévation spécifique, une gestuelle spécifique à son activité, là, elle est gênée. Pourquoi en plus on peut penser à l'instabilité d'épaule? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'elle avait des facteurs de risque d'instabilité postérieure, notamment la syphose thoracique, l'attitude scapulaire en bascule antérieure et rotation interne. Tout ça, c'est des facteurs de risque de développer une instabilité postérieure. En plus, elle est jeune, elle est laxe, c'est une femme, donc elle est plus à risque d'instabilité. Elle est jeune, donc pareil, forcément un petit peu plus à risque. On a vu sur son tableau clinique qu'elle n'avait pas fait d'imagerie. Donc là, on ne peut pas présupposer, mais peut-être que si on faisait une imagerie, on verrait des lésions au niveau de l'épaule qui permettraient de confirmer ce tableau-là. Les deux types de lésions qu'on va pouvoir voir sur des épaules IOS, et on verra après notamment des épaules micro-instables, c'est soit les SLAP lésions. Donc les SLAP, c'est les avulsions du bord du tendon du biceps sur le labrum supérieur, ou c'est ce qu'on appelle les lésions PASTA. Donc, c'est les avulsions du tendon du supraépineux sur sa face inférieure. Donc, le tendon quand il est en contact avec la tête humérale. Et autre chose qu'on va pouvoir voir à l'imagerie, c'est des dysplasies de la glène, notamment des attitudes en rétroversion de la glène. Et donc là, pareil, c'est un facteur de risque énorme d'instabilité, notamment postérieure. Sur les tests cliniques qu'on peut mettre en place avec cette patiente et qu'on mettrait en place pour une patiente dont on suspecte ou un patient dont on suspecte une instabilité, notamment postérieure dans son cas, on a 3 tests qui sont plus ou moins spécifiques qu'on peut associer en cluster. C'est le test de jerk. Donc, test de jerk, patient à 90 degrés d'abduction, on met une poussée postérieure et on vient chercher une adduction horizontale. C'est le tiroir postérieur. Donc, comme je vous ai décrit tout à l'heure, quand on teste pour un TUBS, pour une laxité antérieure, on vient mettre une pression de la tête humérale sur la glène, sauf que là, on vient tirer en postérieur. Et le test de Porcellini, en fait, on vient soutenir la tête humérale en postérieur avec notre pouce, voire on peut même chercher à l'antérioriser un petit peu pour stabiliser un petit peu au niveau de la glène. Elle, du coup, son test de jerk, il est négatif, ce qui n'est pas forcément étonnant, puisque le test de jerk, on le fait à 90 degrés d'abduction, en position R2. Or, on a vu qu'elle était gênée plutôt sur des secteurs beaucoup plus hauts, beaucoup plus en overhead. Donc, ce n'est pas illogique que son jerk soit négatif. Le tiroir post, c'est pareil, on a vu qu'elle n'avait pas d'instabilité ligamentaire généralisée, enfin de laxité ligamentaire généralisée. Donc, ça paraît cohérent qu'il soit négatif. Et par contre, son Porcellini, on l'est venu le tester sur son mouvement symptomatique. Donc, on soutient sa tête humérale en postérieur avec le pouce sur des mouvements de flexion en charge, et là, ça améliore ses symptômes. Donc, tout ça, c'est cohérent. Oui, il y a une question? Non, juste un micro. Non, je crois que juste Olivier qui a été. Okay. Donc là, on peut réfléchir et ça nous oriente petit à petit vers un tableau d'une micro-instabilité qui serait dynamique et qui serait atraumatique. La définition, pour moi, de cette pathologie, c'est des symptomatologies douloureuses, sans épisode de luxation, avec une fonction qui est globalement bonne de l'épaule, notamment dans la vie quotidienne, chez des patients qui sont jeunes et sportifs. C'est typiquement son cas. Elle n'est pas gênée dans la vie de tous les jours, elle est jeune, elle est sportive, et elle a une gestuelle particulière et une symptomatologie douloureuse, avec une douleur antérieure particulière sur des gestes particuliers. Donc on avait vu notamment overhead press plus et les fins d'amplitude de traction. Et là, on peut sous-catégoriser un petit peu sur les micro-instabilités. On va avoir les micro-instabilités antérieures, les micro-instabilités postérieures
et plus ou moins le conflit postéro-supérieur. Le conflit postéro-supérieur, il va principalement intéresser les sportifs de lancer ou d'armée, notamment les tennisman, et on va reproduire cette symptomatologie en position de R2 forcé, où en fait on va venir placer le patient en R2 et on va venir forcer l'extension de sorte à venir comprimer la tête humérale vers le labrum postérieur. Et donc là, on va essayer en tout cas de recréer la symptomatologie. Sur la micro-instabilité antérieure, c'est des patients qui vont être quand même assez instables et un petit peu moins douloureux. Et on va reproduire les symptômes en abduction, rotation externe. Donc en gros, en position R2. Elle, ce n'est pas son cas. La micro-instabilité postérieure, c'est beaucoup plus particulier parce que finalement, il y a énormément de variations individuelles. C'est-à-dire que vous avez des patients qui vont être très peu instables mais très douloureux. Certains peu instables et peu douloureux, d'autres très instables et très douloureux. Enfin, voilà, vous avez pas mal de présentations cliniques qui sont particulières. Et c'est pour ça que les micro-instabilités postérieures, ce n'est pas si évident que ça à identifier. Pourtant, elle, voilà, c'est ce qu'elle a, une micro-instabilité postérieure, avec assez peu d'instabilité, par contre une douleur qui est un peu plus présente, du moins plus que l'instabilité. On reproduit ces symptômes en flexion, on les améliore avec le test de Porcellini. Elle a une symptomatologie spécifique, une mobilité de l'épaule qui est plutôt bonne. Elle a des facteurs de risque d'instabilité postérieure, avec notamment, on a vu un manque de force de la coiffe postérieure, un manque de force du deltoïde, une attitude scapulaire un petit peu en bascule antérieure, rotation interne. On ne sait pas si elle a une dysplasie de la glène ou si elle a des lésions anatomiques des tissus mous, parce qu'il n'y a pas eu d'imagerie de fait. Globalement, est-ce qu'on va demander de ces imageries? Ben non, parce qu'on verra qu'elle a plutôt bien répondu à la rééducation. Et donc finalement, ces lésions, même si on les avait vues, elles n'auraient pas changé notre traitement. Donc, globalement, ça, on ne sait pas. Mais c'est possible qu'elle ait possiblement une glène un petit peu en attitude rétroversée. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour le moment sur ce cas clinique? Déjà qu'une épaule, elle peut être instable ou micro-instable et que le patient ne le ressente pas. Je dis ça pourquoi? Parce que on a souvent tendance à dire que sur les tableaux d'instabilité, le ressenti du patient il est fiable. C'est-à-dire que si votre patient il vous dit je sens que là mon épaule elle n'est pas stable, globalement on est presque sûr qu'il a une instabilité d'épaule. Ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres tableaux cliniques. Donc voilà, l'instabilité, il faut y penser, même si le patient vient pour une symptomatologie douloureuse avec des douleurs antérieures d'épaule, qui, de prime abord, pourraient plutôt faire penser à des douleurs liées à la coiffe, notamment chez une patiente sportive, des douleurs d'overuse, de surutilisation de la coiffe, ça aurait pu être cohérent, mais ce n'était pas forcément le cas chez elle. Le raisonnement clinique qu'on va voir, il peut se faire par inclusion ou exclusion d'hypothèses et de tableaux cliniques. Dans tous les cas, moi, j'ai tendance à dire qu'il faudra faire les deux. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par chercher à inclure un tableau clinique. On aurait très bien pu chercher à inclure l'instabilité ou la micro-instabilité d'épaule en premier. Là, moi, je vous l'ai présenté dans un ordre plutôt d'exclusion. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de gêne qui semblait acromioclaviculaire, pas de douleur neuropériph ou du rachis cervical, enfin, de douleur d'épaule qui serait liée au rachis cervical, pas forcément de douleur de coiffe, elle n'a pas d'épaule raide, et par exclusion, on est arrivé au tableau de micro-instabilité postérieure d'épaule. Dans tous les cas, même pour inclure une micro-instabilité d'épaule, je pense qu'il faut quand même exclure les tableaux au moins de douleurs liées à la coiffe. Ça me semble être le minimum. Point à retenir hyper important, c'est qu'il faut aller évaluer tous les secteurs angulaires des patients, que ce soit pour les tests de force, les tests de mobilité ou les tests de stabilité. Pourquoi? Parce qu'on peut être fort, stable ou mobile dans un secteur et pas dans un autre. C'est le cas pour beaucoup de tableaux cliniques. Je prends l'exemple de l'épaule gelée. Vous avez des patients au départ qui n'ont pas de restriction. On a tendance à dire perte de la rotation externe 1. Là, vous avez des patients qui ont d'abord des pertes en R2 et la perte en R1 s'installe un petit peu plus tard. Donc, il faut aller tester tous les secteurs angulaires. Et elle, c'était le cas. On voit plus on allait en élévation, plus elle avait de perte de force. Logique, plus elle était micro-instable. Cette patiente, elle était assez peu irritable. Ça, c'est quelque chose à évaluer aussi. Est-ce que mon patient il est irritable ou pas? Parce que ça va me permettre de savoir comment je peux le charger et quelles contraintes je peux imposer derrière. Elle n'avait pas de déficit important sur la coiffe ou sur le deltoïde postérieur, malgré un manque de force. Elle n'avait pas d'amyotrophie du deltoïde postérieur, elle n'avait pas d'amyotrophie de coiffe, elle n'avait pas de perte de force qui soit énorme au niveau de la coiffe. Alors nous, on n'a pas fait de dynamométrie, donc on n'a pas de données objectives. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller faire une phase où on va aller chercher l'isométrie, du contrôle neuromoteur assez simple, du contrôle neuromoteur notamment scapulaire sur les instabilités postérieures, ou du renforcement qui va être dynamique ciblé. Cette patiente, elle n'a pas de gros déficit, elle est peu irritable, donc on va pouvoir aller charger directement dans son secteur qui est symptomatologique.
Et donc, du coup, c'est ce que Godefroy a fait et il va vous présenter. Il a fait du travail de remise en charge et du travail de contrôle moteur directement sur la fin d'amplitude glenohumérale et scapulaire. Et pour ça, il a choisi différents exercices qui étaient cohérents avec le tableau clinique de la patiente. Juste avant que tu enchaînes, Godefroy, est-ce que vous avez des questions sur le tableau clinique et sur le raisonnement clinique qu'on vous a partagé? Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que vous voulez qu'on réponde déjà à des questions? Vous pourrez aussi nous les poser après, hein, mais voilà, si jamais vous avez la question tout de suite, n'hésitez pas. Ok. Bon, je pense qu'il y a pas J'ai juste une petite Ouais. deuxième question. Ouais. Tiens, attends, on est plusieurs. Tu as décrit 2 lésions du labrum sur iOS. Ouais. Tu as décrit le SLAP et le deuxième, je n'ai pas compris. Alors, la deuxième, c'est la lésion PASTA, mais ce n'est pas une lésion du labrum. C'est une lésion du supraépineux, de la face inférieure du supraépineux. Et attends, tu peux répéter, je n'avais pas le son. J'ai dit, les deux lésions qu'on a décrites, c'est pas. Alors, il y en a une, c'est une lésion du labrum, c'est les SLAP. Et la deuxième, c'est pas une lésion du labrum, c'est une lésion du supraépineux, du tendon du supraépineux, sur sa face inférieure, en fait. Donc, pas la face qui est en contact avec l'acromion, la face qui est directement insérée sur la tête humérale. Ok, ça marche. Super. C'est Merci. PASTA. P-A-S-T-A. P-A-S-T-A. Ok, ça marche. Et on est d'accord, quand tu as parlé de neurodynamique, Oui. Tu parles d'une neurodynamique positive si tu as une différence entre les deux côtés ou si ça reproduit les symptômes. Alors, si ça produit les symptômes, il y a une différence. C'est ça. En fait, différenciation structurelle, je me suis mal expliqué, mais ce n'est pas une différence entre les deux côtés. Différenciation structurelle, c'est qu'en gros, tu mets ton nerf en tension sur la neurodynamique, et différenciation structurelle, c'est qu'avec une structure articulaire, tu vas venir détendre, tu vas venir relâcher un petit peu la mise en tension. Ou à l'inverse, tu vas venir la majorer. Exemple, si tu es en tension sur un nerf médian, que ça tire, si la patiente te dit « là, je sens que ça reproduit ma douleur d'épaule », que quand tu as fait une inclinaison du rachis cervical homolatéral, donc que tu détends ton nerf médian, ça relâche, elle a moins de douleur. Et qu'à l'inverse, quand tu fais une inclinaison contralatérale, donc que tu mets de la tension dans le nerf médian et que ça augmente sa symptomatologie, c'est ce qu'on appelle une différenciation structurelle, pour le coup, avec le rachis cervical. C'est-à-dire, je relâche le nerf, c'est mieux, je tends le nerf, c'est pire. Et c'est pire sur la douleur que je connais habituellement. Parce qu'un test neurodynamique, tu le fais à peu près tout le monde. Alors, on a différents points de mécanosensibilité, on a différents seuils. La mécanosensibilité, c'est qu'une question de seuil. Eh bien, on va avoir, au bout d'un moment, on va avoir une symptomatologie douloureuse. Ça va tirer. Potentiellement, ça peut même s'exprimer par de la douleur neuropathique, la mécanosensibilité. Donc, ça peut s'exprimer par des fourmillements, des picotements. Mais ça, c'est normal. Nous, ce qui nous intéresse sur un test neurodynamique, c'est est-ce que je reproduis la douleur pour laquelle vous venez me voir là, la douleur que tu as face antérieure d'habitude à l'épaule. Ok, ça marche. Ça répond à ta question? Ça répond à toutes mes questions. Parfait. Il y a un truc intéressant à voir aussi sur la neurodynamique, c'est que souvent c'est décrit comme étant avec de l'inclinaison homolatérale, contralatérale, mais en fait il faut le tester dans toutes les directions, parce que tu peux avoir des patients qui ça leur fait rien du tout de l'inclinaison, par contre tu les mets en rotation, là ça te flambe de ouf, ou ça vient au contraire apaiser. Et pareil en flexion et en extension, en fait il faut tester un peu comme tu testerais une préférence directionnelle pour des lombaires, sauf que là c'est pareil au niveau du rachis. Et ça va dépendre aussi du tableau clinique, c'est-à-dire que la flexion-extension, par exemple, tu vas le tester si tu suspectes une sténose foraminale. Tu vas venir ouvrir le foramen. Pas que. Alors une petite myopathie. Myopathie. Mais bon, là, on divague. Merci à vous, les gars. Bien. Je te laisse la suite. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que j'enchaîne ou c'est parti? 3, 2, 1, ça a l'air bon. Ok, maintenant qu'on a un bilan de fou furieux où on sait tout ce qu'elle a et pourquoi est-ce qu'elle l'a, il y a 2-3 trucs à revoir avant sur les exercices, sur le dosage, sur comment est-ce qu'on périodise, comment est-ce qu'on programme. Déjà, j'ai fait ça sur 2 mésocycles. Alors un mésocycle, pour ceux qui n'ont pas trop vu ça, c'est une succession de microcycles. Les microcycles, souvent, c'est une semaine. En gros, c'est un cycle d'entraînement que tu répètes. C'est-à-dire que si, par exemple, lundi et jeudi, tu as des séances différentes et que tu recommences le lundi prochain, le lundi d'après, avec la séance du lundi d'avant,
ton microcycle, c'est lundi, jeudi, et tu recommences sur le microcycle après. Donc, concrètement, souvent, c'est une semaine, mais ça peut être différent. Donc, pour chaque, je parlerai plus en microcycle qu'en semaine. Donc, un mésocycle, c'est un enchaînement de microcycles dans lesquels on va varier le volume pour forcer l'adaptation neuromusculaire du système nerveux pour ceux qui ont besoin et du système musculaire pour ceux qui ont besoin et de tous les autres tissus d'ailleurs. Donc, j'ai fait un premier mésocycle qui était spécifique de l'isolation de l'épaule. J'ai pas fait de travail de coiffe spécifique parce que j'avais aussi une contrainte de temps. Dans le sens où cette patiente n'avait pas non plus 3 heures pour faire les séances. Et j'ai préféré pas forcément la fatiguer avec des choses qui n'étaient pas correspondantes avec la clinique. L'objectif pour moi, là, ça a d'abord été de recharger progressivement l'épaule de manière générale, avec des exercices bien particuliers qui correspondaient à sa symptomatologie avec les différents mouvements. Donc, il y avait abduction, flexion, et puis tout en haut, elle avait du mal à maintenir une stabilité. Donc, j'ai pris simplement ces 3 exercices-là. Donc, le premier, c'est les lateral raises. Toujours, de toute façon, je parlerai toujours en amplitude complète parce que pour moi, ça n'a pas de sens, surtout pour une powerlifter, de faire de l'amplitude incomplète parce qu'au final, on ne l'habitue pas, on ne réhabitue pas son corps et son système à être dans des charges où il va être. Donc, je parlerai toujours en amplitude complète et de manière générale, je vous conseille de toujours faire tout en amplitude complète. C'est bien plus intéressant et en plus, ça a été pas mal prouvé, surtout ces dernières années, là, depuis 2020, que la phase hypertrophique ou la phase d'adaptation musculaire, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, est surtout stimulée dans la phase d'étirement du muscle, pas que juste l'excentrique, mais quand on est tout au fond de l'amplitude, que ce soit pour un squat, que ce soit pour une épaule, que ce soit pour quoi que ce soit. Donc en fait, votre muscle va être le plus stimulé au niveau hypertrophique quand vous serez en étirement. Donc, allez jusqu'au bout. Et en plus, le contrôle moteur tout en haut était super important pour cette patiente, donc c'était nécessaire qu'elle remonte aussi jusqu'en haut. Donc, lateral raises, donc concrètement, c'est vous soulevez en abduction dans le plan de la scapula, donc c'est 30 degrés en avant, dans le plan scapula, tout en haut. Et ensuite, j'avais aussi la flexion avec les antérieurs raises, pareil, même principe. Donc, j'avais un exercice de charge en abduction, un exercice de charge en flexion. Et j'avais un exercice spécifique de l'isolation en stabilité lorsqu'elle était en flexion max, limite un peu en extension quand elle était tout en haut, parce que c'était là qu'elle me décrivait ses symptômes. Donc j'avais besoin aussi qu'elle retravaille toute cette notion de stabilité et de contrôle neuromoteur lorsqu'elle était tout en haut. Le but, c'est de réintroduire de la force en isolation. Ça me permet l'isolation, au lieu de faire des mouvements avec polyarticulaire, ce qui est très bien, ce qui est très intéressant, mais pas forcément tout de suite. L'isolation, l'avantage, c'est que comme c'est un seul mouvement, avec un seul plan, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce qui se passe. Si votre patient vous décrit des douleurs, si votre patient vous décrit que c'est dur, que ça chauffe dans un endroit, que quoi que ce soit, peu importe, si vous avez un seul plan avec un seul mouvement et un poids qui est linéaire, et ça on en parlera après, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce qui se passe et de régler la situation, ou en tout cas de l'adapter pour que ce soit au plus proche des besoins du patient. Si vous commencez à avoir des élastiques avec une tension qui n'est pas continue, ou alors que sur chaque répétition, vous variez l'angle, que sur chaque répétition, vous variez le poids, que sur chaque répétition, vous variez l'amplitude du mouvement, en fait, vous n'avez aucune reproductibilité, exactement comme pour un bilan, et du coup, vous ne savez pas ce qui se passe. Et pareil pour les réactions après, pour savoir comment est-ce que vous variez votre volume, vous n'avez aucune visibilité de ce que vous avez fait, puisqu'en fait, vous avez fait des choses, enfin vous, pas vous, mais puisque si on fait ça de manière un peu aléatoire, c'est impossible d'avoir un suivi intéressant. Parce qu'il y a trop d'amplitude, enfin, il y a trop d'angles différents, il y a trop de travail différent, surtout sur une épaule où c'est quand même un système qui est un peu complexe. On n'est pas sur un coude qui fait juste flexion-extension. On est sur une articulation qui est quand même assez complexe en termes de gestion de la douleur et des mouvements. Pourquoi est-ce que j'ai pris que trois exercices? Bon, déjà parce que j'avais une contrainte de temps. Et puis en plus, je préfère toujours avoir assez peu d'exercices parce que
je considère que la technique prévaut à la quantité. C'est-à-dire la qualité prévaut de très très loin à la quantité. Je préfère faire 2 séries d'un exercice vraiment bien fait que 8 séries d'un truc fait à l'arrache. Pour un peu les mêmes raisons que ce que je vous ai dit avant, c'est qu'en fait, si je sais exactement ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait, c'était beaucoup plus facile d'adapter et de prendre en compte ce que m'a dit le patient dans la séance d'après, s'il a eu des courbatures, si c'est tiré, quoi que ce soit, peu importe, pour moi m'adapter. Et en plus, il vaut mieux avoir une technique parfaite, dans le sens où ça vous permet de travailler spécifiquement quelque chose, qui est quand même un peu le but de ce mésocycle où on était sur une isolation, quand même, je le rappelle. Donc le but, c'était de travailler spécifiquement quelque chose. En plus, 3 exercices, c'est beaucoup plus simple pour contrôler le volume, parce que vous allez le voir après, au début, je lui ai mis un volume très très faible. En plus de ça, elle continuait la salle à côté sur tous les autres mouvements, donc le squat, le soulevé de terre, tout ça. Donc j'avais besoin de contrôler le volume d'entraînement dans le sens où elle avait quand même besoin de ne pas être complètement fatiguée de sa semaine, de ne pas avoir un niveau de fatigue très très élevé pour pouvoir continuer à performer sur les autres mouvements. Et ça, c'était très important pour elle. C'est de pouvoir garder l'entraînement à côté. Que en fait, je n'interfère pas dans ses perfs à côté. Ça peut sembler un peu particulier comme demande, mais en fait, quand vous êtes sportif de haut niveau ou que c'est vraiment votre passion et votre truc, ce qui était vraiment son cas, elle est vraiment venue spécifiquement parce que elle avait du mal à soulever lourd et qu'elle progressait plus parce qu'elle avait mal. C'est pas, en fait, elle n'est pas venue parce qu'elle avait mal, elle est venue parce qu'elle ne progressait plus parce qu'elle avait mal. Donc ça, c'est aussi important, c'est de comprendre l'objectif et de comprendre ce qui sous-tend. Alexis vous l'a dit tout à l'heure avec le yellow flag, ça lui prenait vraiment beaucoup la tête. Donc, il fallait aussi que je m'adapte à ces contraintes, un peu comme un patient qui continue de bosser, en fait, hein. Sauf que elle, c'était des contraintes spécifiques à son sport. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de travail de rotation un peu classique, comme on pouvait le voir un peu partout? Bon, il y a la contrainte de temps, d'accord, à la limite, bon. C'est surtout qu'en fait, là, la problématique principale, c'était pas une question de rotation, elle n'avait pas particulièrement de douleur, elle n'avait même pas de douleur quand elle faisait de la rotation, à la limite, elle était un peu plus faible, mais par contre, sur la notion de stabilité, c'était très, très important. Donc, j'ai préféré avoir des exercices spécifiques pour la stabilité, la coiffe, plutôt qu'avoir des exercices spécifiques pour de la rotation, qui pour elle n'étaient pas intéressants. C'est toujours le truc, il faut toujours garder en tête l'objectif, surtout quand on travaille avec des sportifs amateurs ou professionnels, ça change rien en fait. Limite sur un amateur, on peut avoir encore plus d'impact parce qu'on est un peu son seul point d'ancrage. Un professionnel, il aura son coach qui pourra lui dire des choses plus ou moins bien. Un amateur, on est un peu son seul avis en fait, hein. Son objectif à elle, c'était de soulever lourd, pas de faire de la rotation. Et ça, on va le voir après. Il faut vraiment vous adapter à la personne, à votre patient. Il faut que ce soit cohérent pour lui. Si vous lui faites faire des trucs qui ont aucun sens pour lui, vous allez plus le voir. Donc le but, c'est quand même de le voir. Donc, lateral raises, anterior raises et Turkish get up. C'est les 3 exercices que j'ai pris pour ce mésocycle. Je vous parlais tout à l'heure des différents critères de choix d'exercice. Là, ça peut être intéressant, je me dis de les spécifier un peu. Bon, le premier, c'est un peu évident, mais c'est quand même intéressant de leur dire. Il faut que l'exercice soit spécifique. Il faut que ça cible les structures qu'on veut travailler. L'objectif, c'est pas de gaspiller son temps, l'objectif, c'est pas de gaspiller son énergie, vous et votre patient. Et c'est très important de demander toujours du feedback à votre patient. Si vous lui faites faire un exercice et qu'il vous dit que ça chauffe ou qu'il sent que ça tire ou que ça fait mal à un endroit qui n'est pas du tout l'endroit que vous voulez travailler, soit vous revoyez la technique avec lui, soit vous revoyez la charge parce que ça se trouve, il utilise d'autres muscles parce que son système musculaire n'est pas suffisant et du coup, il recrute d'autres muscles qui ne vous intéressent pas parce que du coup, ils prennent le pas sur ce que vous voulez bosser. Ou alors, vous changez carrément d'exercice. Il y a des gens qui ne sont anatomiquement pas faits pour faire certains exercices. Par exemple, si vous avez un patient, vous lui faites faire, je ne sais pas, n'importe quoi, un curl biceps, parce que vous avez envie, avec de la supination, et que vous vous retrouvez dans une situation où il vous dit que ça lui chauffe les mains, ou alors, tiens, on va prendre autre chose, vous lui faites faire du deadlift parce que vous voulez travailler son dos, et qu'à la fin, il vous dit, ouais, mais en fait, je lâche parce que c'est mes mains qui lâchent. Bah, ça sert à rien. On ne travaille pas la structure qu'on veut travailler. On veut l'emmener jusqu'à ce qu'il soit dans une situation où ça stimule suffisamment son système neuromusculaire au niveau de son dos, au niveau de ses érecteurs du rachis, pas au niveau de ses fléchisseurs de doigts.
Donc, toujours avoir le feedback de votre patient et toujours le prendre en compte. C'est pas juste, ah oui, d'accord, bon, bah, on va continuer. Non, c'est, OK, ça travaille pas ce que je veux, c'est pas grave, c'est peut-être pas de ma faute, entre guillemets. Ça se trouve, c'est juste qu'il a fait une petite modification de la technique et c'est pour ça qu'il faut être bien au fait de la technique de chaque truc et qu'il faut les tester aussi sur soi, mais aussi sur les autres. Donc, il y a tous ces items-là qui sont importants. Ensuite, il faut que votre exercice il soit compatible avec de la surcharge. Parce que le principe même de la remise en charge, c'est de la surcharge. Donc, choisissez des exercices qu'on peut surcharger. Si vous commencez à prendre des exercices avec un élastique, par exemple, j'aime pas les élastiques, c'est inchargeable. Parce qu'en fait, déjà, vous n'avez aucune notion du poids que votre patient soulève. C'est pas du tout une charge linéaire. En plus, le problème des élastiques, c'est que souvent, c'est des modifications de charge qui sont énormes. On passe de 5 à 15 kg. On passe pas de 5 à 15 kg comme ça, en fait. On passe de 5 à 6 ou 6,5 à 7 ou 7,5, peu importe, à... ouais, vous avez compris. Ça fait, en général, c'est 5, 7,5, 10, 12,5. Enfin, on passe de 2 en 2 si vous avez des disques. Et puis, si vous avez autre chose, des petites haltères, très bien. Donc, prenez des exercices qui peuvent être surchargés et que vous contrôlez. Je reviens juste sur les élastiques. Je vous ai dit tout à l'heure que la partie d'adaptation musculaire et neuro, la plus importante, c'était lorsque vous avez le poids et l'étirement du muscle. Ils ont fait des études là, dernièrement sur juste qu'est-ce qui se passe si on étire un mollet pendant 30 minutes. Et ben en fait, il y a autant d'hypertrophie que si on entraîne. Bon, on a peut-être autre chose à faire que s'étirer un mollet sur 30 minutes, alors qu'un entraînement de mollet, ça peut en prendre 5. Mais c'est vraiment pour vous montrer que la phase d'étirement du muscle avec la charge, c'est super important. Si vous commencez à avoir un élastique qui, par définition, dans la phase d'étirement, donc dans la phase où votre épaule va être la plus basse, ou votre épaule, où en fait vous allez avoir le moins de tension, parce qu'en fait la phase où vous allez avoir le plus de tension, c'est quand vous allez être en fin de mouvement, enfin oui, en fin de mouvement, et du coup la phase d'étirement est plutôt au début, bah, en fait vous allez avoir la phase d'étirement qui est la plus importante, qui n'est pas chargée. Pas très intéressant. Donc il vaut mieux avoir des poids linéaires, des câbles c'est très bien, des câbles, c'est des poulies, des câbles, des poids libres, peu importe, des machines guidées, super, très bien, parfait. Sur une épaule, des machines guidées, c'est un peu plus complexe à prendre, mais sauf si vous avez une Smith. Bref. Ensuite, il y a la gestion de la fatigue. J'en parlais tout à l'heure. Sur une épaule, c'est quand même difficile d'avoir des exercices qui sont très, très, très difficiles en termes de fatigue, sauf sur du overhead press, typiquement debout avec une grosse fatigue axiale, donc une fatigue au niveau de votre colonne vertébrale. Des muscles où du coup il n'y a plus aucun maintien et ils font n'importe quoi. Mais sur plein d'autres exercices, il faut avoir quand même une certaine notion de la gestion de la fatigue. Vous avez des patients qui vont avoir, ça se trouve, des perfs à faire sur d'autres exercices. Ça se trouve, ils vont avoir des compétitions, ça se trouve, ils vont avoir d'autres notions qu'il faut prendre en compte. Et du coup, l'objectif, en fait, c'est d'avoir les exercices avec un SFR. SFR, c'est Stimulus to Fatigue Ratio, qui est avantageux. Comment est-ce que vous définissez votre SFR? C'est un exercice qui a un bon stimulus, donc qui donne des bonnes sensations pendant et après l'entraînement, ou après la séance de kinésithérapie. Et en même temps, qui a le moins de fatigue possible pendant votre séance, parce que plus votre patient sera fatigué de sa série pendant la séance, de fatigue générale, hein, pas de fatigue juste musculaire, mais de fatigue générale, fatigue centrale en fait, pendant la séance, pendant la série, plus la qualité va être détériorée sur les différents exercices après. Et après, du coup, après la séance, pour plein d'autres raisons qui lui sont propres, s'il y a des compètes, s'il y a des trucs, machin. Voilà. SFR, c'est Stimulus to Fatigue Ratio. Essayez de voir un peu les différents exercices que vous donnez. Typiquement, des SFR qui ne sont pas forcément très intéressants, c'est si vous voulez faire de l'hypertrophie pour le dos, c'est de donner du deadlift. Parce que le deadlift, si vous voulez vraiment le mettre lourd sur un powerlifter, il va faire 3 reps, il va être mort, il va prendre 5 minutes de repos, et il va faire 2 séries, donc il aura un volume très 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 faible. Et au niveau hypertrophie, c'est pas très intéressant. Au niveau force, c'est très intéressant, mais au niveau hypertrophie, c'est pas très intéressant. Donc après, c'est à vous aussi de déterminer les objectifs et de trouver les SFR qui sont avantageux en fonction de ça. Je vais juste boire un coup. Ensuite, il y a la variation.
il faut trouver des exercices, il faut varier les exercices. Pourquoi? Parce que avoir plusieurs exercices et plusieurs variations de techniques, plusieurs variations de stimulus, en fait, donc plusieurs exercices, ça veut dire plusieurs stimulus différents en fonction des angles, en fonction des plans, peu importe, en fonction du type de charge. Vous n'aurez pas du tout le même type de charge, pas du tout le même type de contrainte. Par exemple, si vous faites des lateral raises avec un câble, donc avec une poulie, que si vous le faites au poids, au poids libre. Simplement parce qu'en fait, si vous le faites avec une poulie sur le côté, le maximum de charge, il va se retrouver quasiment quand vous êtes tout au bout de votre étirement au niveau du deltoïde, et il sera très très faible quand vous serez tout en haut, parce qu'en fait, les axes, les vecteurs sont plutôt dans ce sens-là, et c'est l'inverse avec du poids libre. Donc, ça peut être intéressant même d'avoir les deux, si vous voulez vraiment travailler spécifiquement les deux. Mais il faut varier les stimulus, les stimuli. Ça permet de stimuler davantage le système neuromusculaire. Le fait de changer d'exercice en fonction des mésocycles, ça permet aussi de stimuler encore plus le système neuromusculaire, surtout le système musculaire pour l'hypertrophie et surtout le système neuro pour la force. Donc, l'objectif, en fait, ça va être d'adapter en fonction de ce que vous dit votre patient. S'il y a un patient qui a des sensations de fou furieux sur un exercice, ça vaut peut-être pas le coup de le changer parce que vous avez peut-être trouvé le filon d'or. Par contre, si vous avez un exercice qui est pas forcément super, où vous n'avez pas un feedback super fort et que en même temps vous avez un peu envie de changer le stimulus, très bien. Vous pouvez varier les exercices, vous pouvez les changer. Mais laissez un peu quand même quelques microcycles d'essai pour voir comment ça évolue, parce que parfois, un exercice au microcycle 1 est pas ouf, et arriver au 6e microcycle, parce que du coup, le patient aura eu le temps de travailler sa technique, il aura eu le temps de ressentir les différentes choses, de modifier pour vraiment bien travailler pile poil ce qu'on veut. Et du coup, il faudra lui avoir donné le temps de le faire. Il faudra lui avoir donné les entraînements nécessaires à ce qu'il comprenne le mouvement, à ce que son corps le comprenne, et à ce qu'il arrive à trouver le bon truc. Et bien, ça se trouve, il aura une sensation de fou furieux à la fin du mésocycle. Donc, moi, j'aime bien changer d'exercice par mésocycle. Même si parfois, il y a des exercices où au début du mésocycle, dès le début, on sait que ça va servir à rien parce que vraiment, vous y arrivez pas. Là, on peut changer, ok? Mais si les sensations sont plutôt bonnes, mais pas incroyables, gardez-le quand même. Si vraiment vous êtes sûr de votre exercice et que vous savez comment ça se fait et pourquoi est-ce que vous le faites, c'est très important, eh ben, gardez-le quand même et voyez comment est-ce que ça évolue. De toute façon, en général, vous aurez le temps. Sur des patients comme ça, vous aurez le temps aussi de modifier les microcycles et ça peut toujours lui donner des contraintes un peu différentes. Ça peut toujours être intéressant. Après, il y a la potentiation de phase. Là, on arrive plutôt sur de la grosse périodisation. L'objectif, c'est d'adapter les exercices et les contraintes en fonction de la phase d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un patient, concrètement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 mésocycles. Un mésocycle où j'ai désensibilisé et rechargé avec de l'isolation parce que je voulais plutôt travailler sur un peu d'hypertrophie, un peu de désensibilisation du système neuro et un peu de retravail au niveau de l'épaule. Et après, j'ai chargé avec du overhead press. Vous verrez après, j'ai spoilé. Donc, j'ai vraiment adapté mes exercices, mes amplitudes de répétition, mes charges relatives, en fonction de ce que je voulais faire pour tel mésocycle, parce que c'est pas très intéressant d'avoir un mésocycle où vous avez plein de phases d'entraînement en même temps. Si vous commencez à travailler la force et l'hypertrophie sur un même muscle, sur un même mésocycle, en fait, vous allez avoir un résultat médiocre pour les deux phases, enfin pour les deux variables que vous voulez faire augmenter. Plutôt que ça, il vaut mieux travailler un mésocycle vraiment bien spécifiquement pour un truc et travailler l'autre mésocycle vraiment bien spécifiquement pour l'autre truc. Bref. Donc ça, l'objectif, c'est de tirer au maximum parti de l'adaptation musculaire. Et l'adaptation musculaire, elle se fait de manière spécifique et pas vraiment 25 000 trucs en même temps. Travailler à une par une, c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, c'est beaucoup plus maîtrisable. Et puis après, il y a le 6e point. Ça, c'est les préférences personnelles. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que ce soit cohérent, il faut que ça leur parle. Moi, j'ai pris des... Alors, bon, cette patiente-là, elle est venue sachant que c'était un peu ma spé. Donc, très bien, parfait. En plus, là, j'ai une bonne image dès le début. Et je lui ai donné des exercices qu'elle connaît, qu'elle a déjà vu faire, qu'elle a déjà fait. Donc, elle maîtrise, ça lui semble cohérent, ça lui semble adapté à son sport parce que c'est son sport, ce que je lui ai fait faire. Donc, l'adhérence, elle est maximale. Elle est trop contente de faire ça.
À chaque fois qu'elle vient, pour elle, c'est comme une séance de sport. Super. Là, on a tout gagné. Si par contre, votre patient, il comprend pas trop pourquoi on le fait, oh, c'est le kiné qui m'a dit de faire ça. En fait, là, vous êtes sûr à 95% que ça va pas marcher autant que ça aurait pu. Voilà. OK. Donc là, on arrive sur, le vif du sujet de qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Donc mon premier mésocycle, c'est le tableau que vous avez vu que vous voyez à gauche, avec les différents microcycles. En fait, c'était en semaines, mais je préfère parler en microcycles. L'objectif des 3 premières semaines, c'était vraiment de faire de la désensibilisation avec vraiment des répétitions très, très hautes, des amplitudes de répétition très, très hautes. On était sur du 30 RM, ça veut dire qu'on est sur une charge ridicule, on est sur du 30% de sa charge max. Mais par contre, je l'ai quand même emmené à 3 RIR. RIR, c'est rep en réserve. C'est le nombre de répétitions que vous avez avant de ne plus pouvoir en faire une. C'est pour ça que c'est important quand on parle en RM, c'est bien beau, mais en fait, c'est par rapport à 0. Donc là, concrètement, je lui ai fait faire ça 33 RM. Mais c'est plus intéressant d'en parler comme ça. Donc, au début, quand même, 3 RIR, ça veut dire que ça brûle quand même pas mal. Surtout sur du 30 RM, c'est assez difficile mentalement. Mais comme c'est léger, c'est faisable. J'ai fait 2 séries de chaque exercice au début. Ça fait que 4 séries par entraînement. Ça fait du coup 8, parce que je l'ai vu 2 fois par semaine. Non, je l'ai vu 1 fois par semaine pour son épaule, parce qu'à côté, je la voyais sur le genou. Ça fait 4 séries juste par semaine pour son épaule. On pourrait se dire, c'est pas assez truc. On est au mésocycle, on est sur le premier mésocycle et on est sur le premier microcycle du premier mésocycle. Donc, sachant qu'elle avait tendance à bourriner un peu dessus, l'objectif aussi, c'est de lui montrer qu'il faut qu'elle se calme. Donc, je lui ai mis un nombre de séries qui était quand même très, très restreint. Ça me permettait d'avoir assez peu de temps au début avec elle, comme ça, elle n'était pas trop fatiguée non plus et on pouvait vraiment bien discuter aussi entre les séries. Et puis, en fait, on s'est rendu compte dans les dernières études que ça sert à rien de faire 28 millions de séries. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut s'enlever de la tête. En gros, si vous avez entre 1 et 4 séries par semaine, vous avez entre 70 et 75% de l'efficacité maximale. Ça peut sembler très très faible, 1 et 4 séries, mais en fait, c'est immense en termes d'efficacité. Et il vaut mieux faire 1 à 4 séries vraiment bien, super bien faites, que 12 mal faites, de toute façon. Ou 12 avec 25 RIR, où en fait le patient, vous lui avez dit d'en faire 12 reps, et du coup il en fait 12 reps alors qu'il aurait pu en faire 33. Ça, par contre, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment une perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Ensuite, microcycle 2, j'ai baissé un petit peu, vous voyez pas ma souris, j'ai baissé un petit peu l'ARM, donc ça veut dire que j'ai mis un peu plus lourd, mais c'est de quasiment rien. 3 RIR toujours, parce que je voulais rester quand même sur une intensité assez faible en termes de stimulus. L'intensité se calcule en fonction du RIR, pas en fonction du RM. Parce qu'en fait, plus vous êtes proche de 0 en RIR, plus vous êtes proche de l'échec. Et du coup, plus vous êtes proche de l'échec, plus vous êtes proche de la surstimulation du système neuromusculaire. Et ça peut être très bien, mais chez elle, j'avais besoin aussi de canaliser un peu les choses. Parce qu'elle voulait en faire 1000 séries. Donc, il y avait aussi cet objectif-là. Et par contre, j'ai augmenté le nombre de séries. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre le microcycle 1 et le microcycle 2? J'ai eu 1 semaine de feedback. Et du coup, elle m'a dit, j'ai rien eu. J'ai pas eu de courbature, j'ai pas eu de douleur après. Je l'ai senti super bien pendant la séance. J'ai eu un bon pump au niveau des épaules parce que ça m'a bien brûlé. Oui, 30 RM, ça brûle, vraiment, c'est dur. Mentalement, par contre, pas de sensation particulière après la séance. Ça veut dire que le volume, il n'était pas suffisant. Enfin, en tout cas, il n'était pas au maximum de ce qu'on aurait pu avoir. Donc, j'augmente un peu. Il y a les sensations musculaires et puis il y a aussi la douleur. Et elle n'avait pas de douleur après. Donc, très bien, ça veut dire qu'on peut augmenter. J'augmente mon nombre de séries, sachant que je mets un peu plus lourd aussi. Mais les variations entre la 25 RM et la 30 RM, elles sont quasiment infimes. Donc, en réalité, j'ai dû augmenter de peut-être 0,75 grammes, de 0,75 kg son poids. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Ça, je parle pour les lateral raises et pour les anterior raises. Les Turkish get-up, je les fais un peu de manière différente. Sauf le nombre de séries. Sur le microcycle 3, un peu le même principe.
On reste sur du 3 RIR parce que je veux garder une intensité relativement tranquille. On est toujours sur de la désensibilisation. Le but, c'est pas de recharger vraiment directement. J'augmente le nombre de séries parce qu'elle m'a toujours dit j'ai pas eu de sensation particulière, j'ai pas eu de douleur, truc. Je continue à recharger très tranquillement. Okay. Microcycle 4, on est sur de la 15 RM. Donc là, on commence à vraiment parler. 15 RM, c'est 60% à peu près de la 1 RM. Je parle en charge relative parce que ça n'a aucun sens de vous dire qu'elle a soulevé 5 kg ou 6 kg, parce qu'en fait, ce n'est pas applicable sur les autres patients. Donc, il vaut mieux parler toujours en charge relative, c'est bien plus intéressant et beaucoup plus traçable. Donc, on était sur de la 15 RM. Là, j'ai commencé à augmenter sur le RIR. Ça peut sembler rien, mais une variation entre du 3 RIR et du 2 RIR, c'est très, très important. En gros, sur le 3 RIR, ça va. Ça commence à trembler un peu, ça commence à être un peu dur. 2 RIR, ça commence à être vraiment très difficile. 1 RIR, c'est quasiment impossible. 0 RIR, on finit par terre. Et par contre, comme j'ai augmenté la charge, que j'ai augmenté l'intensité, donc j'ai diminué le nombre de RIR, j'ai gardé le même nombre de séries. Ça, c'est très important parce qu'on commence la phase de recharge et je ne veux pas changer tout en même temps. Si je commence à changer mes trois variables en même temps, c'est impossible pour moi de savoir ce qui a été potentiellement quelque chose d'irritatif. Oui, ça se dit. Quelque chose d'irritatif. Donc, je voulais avoir quelque chose de traçable, en fait. Donc, j'ai augmenté la charge, augmenté l'intensité, mais je suis resté sur le même nombre de séries, je suis resté sur le même volume, en fait. Ensuite, pour le microcycle 5, donc là, on est toujours sur de la phase de recharge. Hein. Le microcycle 5, on commence à avoir une charge qui commence à vraiment être intéressante. Essayez un jour chez vous de faire une 10 RM sur une lateral raises avec 2 RIR, c'est-à-dire quand vous commencez à vous dire que c'est plus faisable, c'est vraiment très difficile. Du 10 RM sur du lateral raises ou du anterior raises, plus difficile en lateral raises, c'est vraiment très difficile. On commence à vraiment beaucoup charger. Et là, par contre, comme j'ai gardé la même intensité, j'ai augmenté mon nombre de séries. Toujours dans le même principe, je ne vais pas modifier mes 3 variables en même temps. Je vais modifier une variable ou 2 si vraiment je vois que ça s'est super bien passé. Et en fait, à chaque semaine, elle me disait, franchement, c'est top, j'ai pas eu de douleur. Bon, là, j'ai eu des petites courbatures qui ont duré la journée ou bien 2 jours, mais rien du tout, pas de douleur, super. D'ailleurs, je me sens mieux, j'ai moins de douleur la nuit, truc. Donc, c'était vraiment super intéressant parce que j'ai vraiment pu charger de manière presque linéaire. J'ai fait une augmentation de volume super importante. Et ensuite, là, on passe sur le microcycle 6, c'est la phase de pic. La phase de pic, du 6 RM sur du lateral raises, c'est un enfer. 6 RM avec 1 RIR, c'est concrètement, à la première rep, elle avait presque l'impression qu'elle ne pouvait pas les soulever, sachant que je vous parle en amplitude complète, pas juste je fais un petit truc comme ça et c'est horrible. Hein. Et j'étais derrière et à chaque répétition, je veillais à ce que la technique elle soit parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interaction avec le trapèze, sauf sur la phase où on est au-dessus de 90 degrés. Il n'y avait pas de triche ou dans le sens où elle se tortille un peu dans tous les sens. Il n'y avait pas de modification au niveau du poignet, il n'y avait pas tout ça. C'était technique parfaite à chaque situation. Je le précise quand même parce que souvent on se dit oh, bah, je charge plus donc je peux tricher. Non, ça ne sert à rien. Donc chaque microcycle, technique parfaite, on augmente et on arrive sur du 6 RM. 6 RM, il faut vous dire, c'est à peu près 90% de la 1 RM. 90% de la 1 RM, c'est très très lourd. Surtout qu'on est à 1 RIR, donc on est sur de l'intensité qui est très très haute. Là, j'ai pas augmenté mon nombre de séries parce que j'avais quand même 2 exercices. Ça fait 10 séries dans l'entraînement spécifique en isolation d'épaule. C'est très difficile. J'ai vu qu'il y avait une question, pardon. Alors, attends, je lis juste. Pour le dosage et les premiers microcycles lors de la désensibilisation, je dis pour tout le monde, pour n'importe quel problème d'épaule et même d'une autre région, il est important de peu pousser et y aller lentement au début. Personnellement, j'ai toujours tendance à pousser les patients tout en jaugeant. En fait, tu peux pas. Tu peux pas jauger parce que tu le connais pas. Tu sais pas comment il réagit. Même si au bilan, il n'était pas irritable, tu vas avoir des gens
tu vas leur faire un exercice, tu te dis, oh, ça va, c'est tranquillou. Et en fait, ils sortent, ils sont bien, et après, ils disent, ouais, j'ai eu mal pendant 4 jours, c'était un enfer, truc. Et là, tu peux les perdre. Donc, alors après, ça dépend ce que tu appelles y aller tranquille, ça dépend ce que tu appelles pousser. Moi, ce que je considère comme étant tranquille, c'est du 3 RIR, voire du 5 si vraiment je suis sympa. 5 RIR, ça brûle et il en peut plus, en fait. Donc, si tu veux garder une intensité qui est quand même assez élevée et une sensation de travail, je te conseille quand même de garder un volume assez bas au début parce que tu sais pas comment il va gérer et parce que tu sais pas comment il va réagir. Une fois que tu sais comment ton patient il va réagir, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on voit pour le mésocycle 2 d'ailleurs. Une fois que tu sais comment ton patient il réagit, une fois que tu sais comment déjà il prend les choses, eh ben tu vas pouvoir doser vraiment ton intensité en fonction de ce qu'il t'a dit. Mais au début, vaut mieux y aller un peu tranquille, quitte à perdre, entre guillemets, un ou deux microcycles, à vraiment bien connaître ton patient. Sur cette patiente, dans ton raisonnement sur le premier microcycle, c'est OK, je la connais pas, je vais tester avec légère intensité. Alors, non. 3 RIR, c'est pas une intensité légère. Je l'ai mise en 3 RIR parce que c'est une powerlifter et qu'elle a l'habitude de mettre des charges lourdes et qu'elle avait besoin de sentir que c'était quand même vraiment dur et qu'on allait quand même pas mal proche de l'échec. 3 RIR, c'est très proche de l'échec en fait. Ça paraît pas comme ça, mais faites des pompes jusqu'au moment où vous ne pouvez plus vous relever. Ça, c'est 0 RIR. Et ben, vous voyez les 3 dernières pompes, ça, c'est du 3 RIR. En termes d'intensité, c'est ça. Donc, c'est pas de l'intensité légère, c'est de l'intensité modérée qui permet aussi de pas trop augmenter très vite dans ton mésocycle et qui te laisse de la marge de manœuvre parce que le RIR, donc l'intensité, peu importe comment tu l'appelles, va être très déterminant en termes de fatigue. Sur de l'isolation d'épaule, ça va. Mais si tu commences à faire de l'overhead press, par exemple, et que tu fais du 0 RIR ou du 1 RIR ou même du 3 RIR, on est quand même sur une fatigabilité qui est assez forte. Et il faut faire gaffe aussi à l'accumulation de fatigue au fur et à mesure de ton mésocycle. C'est pour ça que le volume, il augmente au fur et à mesure et qu'on a une phase qu'on appelle une phase de pic. Il n'est pas au début. Tu ne commences pas comme une brute. Tu commences en fonction de comment tu le sens et après, tu augmentes petit à petit. Mais en général, sur un patient que je ne connais pas du tout et qui ne fait pas de sport de force, oui, j'ai plutôt tendance à tester avec une intensité modérée à légère. Donc, en gros, je me situe entre du 5 et du 10 RIR. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des études qui sont sorties récemment qui montrent que en fait, l'efficacité, elle est quand même relativement bonne jusqu'à du 10 RIR. Ça peut sembler très très élevé, mais en fait, les gens sont très mauvais à estimer le RIR, surtout s'ils n'ont jamais fait d'exercice. Et même un 10 RIR sur un supra débutant qui n'a jamais fait de sport de sa vie, ça va être déjà très difficile. En fait, le simple fait de sentir son muscle qui chauffe, il va paniquer. Donc oui, sur un patient qui n'a pas du tout d'expérience dans le domaine, j'aurais tendance à partir sur une intensité légère, c'est-à-dire vous faites une pause quand vous sentez que ça commence à chauffer. Déjà, moi, ça me permet de pas de me prendre un retour de bâton en kiné de oh, j'ai eu mal pendant 3 jours. Et en plus, ça lui permet lui d'appréhender aussi un peu les choses. Ça se trouve, il aura un peu de courbature, mais ce sera faisable et après on augmente. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, nickel. Donc, mésocycle 2, je développe un peu ça. Le but là du mésocycle 2, c'était vraiment de recharger sur l'overhead. Elle allait très bien sur le mésocycle 1. Sur la phase de pic, elle était sur du 6 RM. Moi-même, j'avais du mal à y croire tellement ça allait bien et vite. Donc, tant mieux, super. C'est exactement le même principe que j'ai fait après. Là, j'avais fait du travail d'isolation. C'est pas parce que vous avez fait du travail d'isolation qu'on peut, bam, tout de suite retrouver un truc super dur, super. Non, on recommence un mésocycle avec un travail spécifique, un autre travail spécifique. Là, le but, c'était de regagner en force, donc j'ai fait de la recharge pour de la force. C'est pour ça que je commence à du 15 RM, parce que ça reste quand même relativement tranquille. Que je reprends sur du 3 RIR, parce que aussi ça me permet de travailler la technique. Au début, on a vraiment mis l'accent sur le travail technique. Déjà, le simple fait d'avoir une 15 RM, ça veut dire qu'elle fait, je ne sais plus comment j'ai noté, soit elle fait du 18, soit elle est sur du 18 RM et du coup, elle fait du 15 reps.
soit elle fait du 12 reps, je ne sais plus. Mais en gros, elle va faire entre 12 et 15 reps. 12 et 15 reps, ça lui permet aussi d'avoir une multiplication du nombre de répétitions, une multiplication du nombre de mouvements qu'elle va faire pour qu'on puisse bien retravailler et que ça s'imprime bien au niveau des circuits neuromusculaires et de son cerveau, la technique qui lui va, qui est adéquate pour elle. Parce qu'elle avait une technique un peu crade, bah, du coup, Alexis vous l'avez dit, elle avait tendance à avoir une petite syphose au niveau thoracique, et du coup, elle était en hyper extension au niveau de ses épaules, et à forcer en fait dessus. Et c'est aussi ça qui lui faisait mal. Donc, le simple fait de venir se redresser, un peu comme quand on regarde sur la vidéo, je l'ai fait un peu volontairement et je l'ai un peu accentué, même si c'est quand même comme ça qu'il faut le faire. En fait, on a le sternum qui vient vraiment ressortir. On a vraiment une extension thoracique tout en bas, et on va la garder et on va s'avancer un peu au-dessus pour vraiment avoir une stabilité importante là-haut. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Bref, du coup, on a travaillé la technique vraiment très, très importante sur les 3 premiers microcycles, un peu comme ce qu'on avait fait sur le premier mésocycle. C'est toujours une phase de recharge. Et la recharge, elle est très progressive. Le premier microcycle, on est à 15 RM, 3 RIR de série. Deuxième microcycle, 15 RM, 3 RIR, on n'a pas changé. On augmente un peu le nombre de séries parce que faut pas oublier que c'est quand même le mouvement qui lui déclenchait les douleurs. Donc, je ne veux pas tout modifier d'un coup. Et là, comme je ne sais pas comment elle va réagir non plus, je n'augmente pas toutes mes variables d'un coup. Je préfère en augmenter une seule, le volume, parce qu'elle m'a dit que ça s'était bien passé, qu'elle n'avait pas eu de douleur, que voilà, il y avait rien de particulier à dire. Microcycle 3, ok, je commence à voir comment est-ce qu'elle fait, sa technique, elle s'améliore. Donc, on a un peu moins besoin de retravailler sur le nombre de répétitions. Donc, on peut commencer à charger. Donc là, je passe en 10 RM. 3 RIR, pareil, je n'ai pas changé ça. Parce que pour le coup, je me méfie de la fatigue. Parce qu'en plus, elle était en phase de préparation pour le squat. Elle avait une compète de squat en même temps. Donc, je voulais aussi me méfier pour ça. Le squat était à la fin de ce microcycle-là. Donc, j'étais très, très content dans sa ligne-là. Je n'ai pas augmenté les séries. J'ai vraiment juste augmenté la charge. Et après, on passe sur une phase de recharge vraiment importante. Donc, la première phase, c'est plutôt travail de technique, travail de désensibilisation sur ce mouvement-là, travail aussi de confiance pour elle. Super important parce qu'au début, elle avait un peu peur du coup de reprendre ce mouvement parce que ça lui faisait mal. Et là, on le voit, on passe de 10 RM à 6 RM. 6 RM, on est à la limite du travail entre la force et l'hypertrophie. Ça reste faisable mentalement, mais il faut quand même faire gaffe. Hop, là, je sais que je commence à la connaître, je vois comment est-ce qu'elle réagit, je me permets de diminuer de 1 le RIR. Ça peut sembler rien, mais quand on est sur du 6 RM, diminuer de 1 le RIR, c'est très difficile mentalement. Pareil, je reste sur 3 séries par contre, parce que comme j'augmente 2 valeurs ici, je ne peux pas augmenter mon nombre de séries, ce serait un peu suicidaire dans le sens où si je commence à augmenter son volume, sa charge, son intensité, et qu'il se passe un truc, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas quel est le facteur déclenchant. Ça se trouve, c'est le nombre de séries, ça se trouve, c'est la charge, ça se trouve, c'est l'intensité, je ne sais pas. Ça s'est bien passé, donc je n'ai pas augmenté la charge, je suis resté à 6 RM pour une semaine. Par contre, j'ai encore diminué le RIR. Là, on commence à se rapprocher vraiment de l'échec musculaire pur. Ça veut dire qu'on a une intensité qui est très, très élevée. Ça veut dire qu'on se rapproche du phénomène irritatif de base. Parce qu'elle, elle s'entraîne sur du 5 RM environ, de base. Sachant que les compètes, c'est du 1 RM. Et du coup, il y a ça aussi qui n'allait pas, c'est que son entraînement n'était pas spécifique pour elle. Bref. Et là, par contre, j'augmente le nombre de séries parce que en soi, j'ai juste augmenté le RIR. Donc, je veux aussi l'exposer un peu plus. J'augmente le nombre de séries. Fatigabilité très importante sur un mouvement qui demande beaucoup, beaucoup de contrôle, beaucoup, beaucoup de résistance et beaucoup, beaucoup de force mentale. Donc, j'ai pas eu un nombre de séries qui était très, très important. Ok, on est sur 4 séries, une fois par semaine. C'est vraiment pas grand-chose. Sauf qu'en fait, quand on regarde les études actuelles sur les évolutions de la force, on s'est rendu compte que on pouvait avoir une évolution mesurable statistiquement de la force, même pour des athlètes professionnels, avec une seule série de lourds par semaine, en 2 ou 3 RM à 0 RIR. Donc, super intéressant quand on pense à la fatigabilité, au SFR, au tout ça. CSFR, je le redis, c'est Stimulus to Fatigue Ratio. Microcycle 6, c'est la phase de pic. 3 RM, donc là, je l'ai vraiment mis en situation de stress intense. 0 RIR, ça veut dire qu'on est allé jusqu'à l'échec.
C'est-à-dire que moi, j'étais derrière, par contre, hein, parce que là, 0 arrière, il y a un vrai risque de blessure. Et en plus, qu'elle n'y arrive pas. Donc moi, j'étais derrière. De toute façon, j'étais derrière tout le temps. Enfin, derrière ou devant, j'étais devant pour d'habitude. Et là, je me suis mis derrière parce que j'avais quand même alors, j'avais pas peur, mais je me méfie souvent sur le overhead press qu'il y a un manque de contrôle et qu'en fait, ça part en arrière et que là, on est un truc vraiment crade. J'ai pas augmenté le nombre de séries, par contre. Là, on est vraiment resté sur un nombre de séries assez basse. Pareil pour la fatigue. Limite, j'aurais pu mettre 3 séries. Mais comme elle allait bien, comme elle décrivait pas de fatigue particulière ou quoi que ce soit, et pas de modification dans ses stats, et à chaque fois, elle avait une augmentation des statistiques. J'ai pas mis les courbes, j'aurais pu. Donc, comme ça allait bien et qu'il y avait une augmentation vraiment super intéressante, je me suis permis de rester à 4 séries. 0 heure hier, c'était très, très, très dur. On est sur du travail de force vraiment très difficile en 3 RM. On est à 95% de sa charge max. Très, très difficile, très exigeant, très fatigant. C'est un peu extrême. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était que je voulais aussi qu'elle se désensibilise au-delà de ce qu'elle faisait d'habitude. En fait, je voulais l'emmener au-delà de ce qu'elle faisait d'habitude, pour elle aussi qu'elle s'habitue au travail de force, parce qu'elle n'était pas forcément bien suivie derrière, et qu'en fait, elle s'entraînait à 6-7 RM. Elle faisait du 6x6, alors qu'en fait, ça ne développe pas de manière spécifique bien la force. Donc là, le but, c'était vraiment de réhabituer son corps à la charge, de mettre une phase de pic pour lui redonner confiance, pour lui redonner aussi la sensation d'avoir vraiment bien fait les choses et qu'elle soit contente aussi de sa rééducation et qu'elle soit contente d'elle-même. Et ça, c'est aussi important, je trouve. Sachant que en plus de juste l'overhead, je lui ai gardé les exercices en isolation, je les ai juste mis mis au rep. Mis au rep, en fait, si vous avez un nombre assez élevé de répétitions, donc je lui ai fait travailler à 15 RM sur les 3 exos, et avec un temps de repos qui est très court. Ça permet d'avoir une intensité quand même très élevée, un volume intéressant, mais pas très fatigant. Voilà sur la notion de périodisation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que tout le monde a lâché Moi, j'ai une petite et question sur Ouais, simplement d'un point de vas-y, vue vas-y. pratique, tes séances, elles s'organisent comment? Parce que du coup, si je comprends bien, quand tu es en 3 RM, 0 arrière, 4 séries, c'est-à-dire Hmm. que la patiente elle vient pour faire 4 mouvements? Ah non, elle vient pour faire 12, plus après, elle enchaîne avec ses lateral raises et ses anterior raises. Ok, oui, ok, d'accord. Tu t'as gardé, tu fais recharge sur l'overhead, en fait, tu as remplacé le Turkish, je sais plus quoi, par l'overhead. Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus, un jour peut-être, je te ferai faire du 3RM 0 RR 4 séries. En vrai, tu viens pour 12 mouvements, tu pars. T'as fini. T'as fini. C'est infâme. En fait, il faut vraiment se dire que c'est infâme. En termes de fatigue mentale, de fatigue nerveuse, c'est affreux. Il n'y a pas grand monde qui est capable de sortir des trucs comme ça. Et en plus de ça, il faut se dire aussi que j'avais entre 2 et 3 séries d'échauffement avant. Je crois pas du D'accord. tout dans les échauffements alors on fait un peu de rotation, on fait un peu de trucs, non. En fait, les séries d'échauffement, ça sert à faire du travail neuromusculaire, à faire de la recharge aussi mentale et à se réhabituer au mouvement et à charger spécifiquement pour l'exercice qu'on va faire. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais une série à 50%, où je fais du 10-15 RM, en gros jusqu'à 50% de la charge max, hein. Où je fais du 10-15 RM, histoire que ça chauffe un peu. Une deuxième série à 75%. Pareil, 10, une dizaine de reps, jusqu'à ce que ça chauffe un peu, peu importe, on s'en fiche un peu en fait en réalité. Et puis après, par contre, je fais une dernière série de potentiation, ce qu'on appelle de la potentiation, où en fait, je vais mettre 90% de la charge qu'on va travailler, et je fais une rep. C'est pour aussi réhabituer le système à vraiment se réhabituer au poids, parce qu'en fait, si tu commences à faire juste à 50% et que d'un coup t'enchaînes avec ta charge réelle, ton corps il va faire ouf, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ok. Donc, dans chaque microcycle, tu reprends un peu ton schéma de mésocycle, mais sur l'échelle de la séance, pour échauffer et venir vers la charge que tu veux et le travail que tu veux. Ouais, c'est ça, Ça marche. Ok. Merci. pas de souci.
que vous aviez d'autres questions? Est-ce qu'il y a un truc qui est vraiment pas clair que j'ai pas décrit? Je sais pas si Alexis ou, ou Laurent, t'as le truc aussi. Ah oui, on peut clarifier la notion de RIR, s'il vous plaît. Alors, le RIR, c'est le nombre de répétitions que tu as en réserve. C'est assez difficile à estimer au début. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je préférais avoir une notion plutôt de ça chauffe. Concrètement, quand tu arrives à 5 répétitions avant l'échec, tu as un ralentissement de ton mouvement. Par exemple, tu prends un mouvement facile à imaginer, le squat. Ton mec, il fait des squats. Et à un moment donné, il commence à ralentir sur le mouvement. Il commence à galérer un peu à remonter. Là, tu sais que tu es à peu près, si c'est quelqu'un qui a l'habitude, vers 5 reps avant l'échec. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu es plutôt à 10, voire 15 reps avant l'échec. Et après, c'est de plus en plus lourd. Quand ça commence à trembler, tu es plutôt vers 3. Quand la personne commence à vraiment plus en pouvoir et doit faire une pause en haut parce qu'elle a l'impression qu'elle ne va pas pouvoir continuer, tu es plutôt vers 2, voire 1. Et quand tu restes en bas, tu es à 0. Donc, évitez de faire du 0 RIR sur du squat parce que sinon, c'est compliqué. Ou alors, pareil, sur du développé couché aussi, vous allez vous retrouver dans une situation où vous aurez la barre ici et c'est pas très agréable. Voilà. Je sais pas, est-ce que tu as encore une petite touche de tu sais pas trop ou c'est pile poil super clair? Non, tu veux pas me répondre. Bon. Si, elle a répondu en Ah, mode. elle est en train de type. Ok, je le vois pas. Excuse-moi, du coup, tu as décrit ça dans le cadre d'une sportive quand même de haut niveau, mais est-ce que c'est adaptable quand même à du patient lambda un peu? Alors, qu'est-ce que tu appelles patient lambda? Bah, je sais pas, du patient qu'on peut voir en libéral couramment. Je l'ai vu en libéral couramment. Oui, J'étais non, pas mais en je veux cabinet dire du par sport. là avec enfin, c'était quand même une sportive déjà quand même d'un assez haut niveau. Il y a des patients qui sont pas sportifs comme ça. Est-ce qu'on peut quand même les emmener sur ce genre d'exercice ou pas? Le overhead press, oui. Je vais pas faire du 3RM 0 arrière avec quelqu'un qui veut tondre sa pelouse. Je vais l'emmener sur du 10-15. Mais tu gardes quand même Parce le que, niveau d'évolution. alors après, le schéma, ça dépend vraiment des gens et je vous déconseille fortement d'appliquer mon tableau de manière systématique à vos patients. Parce que en fait, à chaque semaine, entre chaque microcycle, j'ai fait une évaluation avec plein de critères qui mettraient 5 heures à décrire parce qu'en fait, il y a une formation entière pour ça. Mais j'ai vraiment fait adapter pour ma patiente spécifiquement, avec les exercices qui lui parlent, elle. Si tu veux faire de la rotation pour ton patient, tu fais de la rotation pour ta patiente parce que ça se trouve, ça lui parlera plus. Ou parce que ça lui fait moins peur que pousser des trucs avec son bras vers le haut. Mais oui, en vrai, je périodise pas mal pour des gens. Je périodise quand même beaucoup de mes patients. Peut-être pas de manière aussi poussée. Je les pousse pas aussi loin. Je calcule pas autant ce que je fais. Mais au début, je commence tranquille et puis petit à petit, j'augmente. Il y a l'augmentation de la charge, il y a l'augmentation de l'intensité, il y a l'augmentation du nombre de séries et du volume. Peut-être pas autant. Et c'est pas forcément adapté pour tout le monde. On est d'accord que ça prend quand même de l'énergie, ça prend du temps de réfléchir à tout ça. Si tu as juste un petit papy qui a une prothèse de genou ou une prothèse d'épaule, encore qu'une prothèse d'épaule, ça se discute. Mais l'objectif, c'est vraiment juste de plus avoir mal et il s'en fiche un peu de trop la bouger ou d'être fort dans une amplitude spécifique. Oui, ça vaut peut-être pas le coup. Mais par contre, si tu as un jeune qui a mal à l'épaule quand il fait du hand ou qui fait un shoot au basket ou peu importe, là on parle d'épaule, mais en vrai, c'est applicable dans n'importe quelle partie de ton corps, cette méthode-là. Oui, en vrai, c'est complètement applicable. Parce que je le fais et la majorité de mes patients, ils ont entre 20 et 25 minutes de rééduc parce que ils sont facilement épuisables parce que c'est pas des sportifs pros. Mais par contre, du coup, ils ont des résultats super bien. Et l'avantage aussi, c'est que tu as un vrai suivi. Le fait aussi de vouloir avoir le feedback, c'est super important
autant dans la pratique de kiné traditionnelle, la pratique de kiné courante, que spécifiquement quand tu périodises, parce que ça te permet d'avoir vraiment un suivi. Et le fait d'avoir un peu le même exercice, un peu tout le temps, ça te permet et pas d'avoir une séance un peu aléatoire où tu te dis, ah bah tiens, je vais faire ça aujourd'hui, ah bah tiens, je vais faire ça aujourd'hui. En fait, la séance d'après, tu te rappelles plus trop ce que tu as fait parce que tu en as eu 100 entre les deux. Bah, tu peux moins bien suivre, tu vois. Alors que si tu as vraiment un programme où tu mets un peu tout le temps les mêmes exercices, que tu varies que tu as des séquences de variation des différents facteurs, mais que tu varies pas trop ton exercice, ça peut te permettre de vraiment mieux suivre ton patient et de mieux suivre son évolution. Ok, Voilà, je merci. sais pas si ça répond à ta question. Si, ouais. Pour répondre juste à ta question et compléter, je pense on est tous les deux dans cette optique-là avec Godefroy. Enfin, en tout cas, c'est une croyance qu'on a. Et moi, je sais qu'elle est assez forte. C'est que je pense qu'on a tendance à beaucoup sous-charger les patients. Oui. Bon, il n'y a pas que nous, hein. Jill Cook l'a dit il y a 2 ans. Ouais, non, quand je dis nous, c'est les kinés, quoi. Ouais. Euh, Tu vois, tu as parlé d'un handballeur. Un handballeur, quand un handballeur shoot à vitesse, la contrainte de décélération que tu peux avoir sur ta coiffe postérieure, tu peux charger autant que tu veux avec des haltères, tu l'auras jamais. Ah oui, oui, oui. Un coureur ou un sauteur, tu peux mettre autant que tu veux à la presse, tu n'auras jamais autant de contraintes sur un tendon d'Achille, même Ouais. si ton patient il est 200 à la presse. Sur du sprint, tu es à peu près 15 poids du corps en contrainte, par pas. C'est-à-dire que la charge tensile, elle est de 15 fois ton poids de corps sur un sprint. Sur de la course normale, on est entre 7 et 9, il me semble. Là, je sors un chiffre, c'est à peu près ça, mais je ne le dirai pas au virgule Enfin, près. ouais, un peu Mais on propre. est sur des charges qui sont immenses. Moi, je fais 95 kilos. C'est-à-dire que quand je cours, j'ai 95 fois, allez, on va dire 10 parce que si je cours un peu vite, j'ai 950 kilos de charge tensile sur mon tendon. On est loin de 10 kilos à la presse. Voilà. Mais ça peut aussi être des Mais contraintes d'endurance sur des travailleurs en particulier, sur des peintres, sur des maçons ou autres. Faire des séries même de 15 reps lourds, un patient qui porte des parpaings en hauteur toute la journée, bah en fait, tu ne le prépares pas à ça, quoi. Alors bien sûr, c'est vraiment du raisonnement clinique, c'est-à-dire que tu adaptes la contrainte à ton patient. Mais dans la réalité, quand tu réfléchis en fonction des charges, on a vraiment tendance à beaucoup sous-charger. ouais, si la clinique te dit que tu peux charger, en vrai, je charge. Ça sert à rien de faire du 40 reps. Ça sert à rien de faire du 50 reps. On a une efficacité à peu près à peu près du 30 RM. Ça fait à peu près 30% de la 1 RM. Au-delà, on commence à perdre vraiment de l'efficacité et on commence à perdre vraiment de la traçabilité. Mais il faut vraiment pas hésiter à charger quand on peut le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tout le monde a faim et veut manger? Ou dormir? Je pense que tout le monde mange devant le webinaire. Merde, c'est pour ça que j'ai faim en fait. C'est ça. Ils ont bien raison. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour la présentation que vous venez de faire. Je vous ai demandé tout à l'heure si ça vous allait de partager votre présentation, le dia. J'ai vu ta réponse, Godefroy, j'ai pas vu la tienne, Alexis. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Ça pose pas de souci. Donc, si jamais vous voulez qu'on vous fasse passer le document de présentation, je vous invite à laisser vos adresses mail dans la discussion pour qu'on les récupère et qu'on vous les adresse. Et puis, du coup, merci de nous avoir rejoints. On espère que vous reviendrez voir Godefroy et Alexis dans les formations qu'ils proposent avec le REC respectivement pour Alexis sur la rééducation de l'épaule et pour Godefroy sur la mise en charge du membre inf. Et puis du coup, je pense qu'il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. Et si ça vous a plu ou que vous vous êtes dit que c'était un peu compliqué, n'hésitez vraiment pas à venir
à la formation d'Alexis ou la mienne parce qu'en fait, on passe de 1 heure de présentation à 2 jours complets d'explication. On prend le temps, on applique les choses, on met en pratique les choses aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai des ateliers, enfin, à la fin, j'ai des ateliers où vous faites les mésocycles, où enfin, vous arrivez à faire le truc, quoi. Donc, c'est pas si compliqué. C'est complexe, mais c'est pas si compliqué. Il faut avoir le truc en tête et une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. Voilà. Et dernier petit point, si vous avez des C'était questions. l'instant pub. Excuse-moi, je t'ai coupé votre fois. Vas-y. Ouais, juste si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, même après le webinaire. On est dispo, il n'y a pas de souci. On est bien occupé, donc parfois on peut mettre un peu de temps à répondre, mais on vous répondra toujours, il n'y a pas de souci. Donc, Ouais, si je mets plus d'1 semaine à vous répondre, renvoyez un message. mais Je vous appelle. de manière générale, on répondra toujours. Oui. Pour moi, c'est bon. Je sais pas pour toi, Laurent. Et ben, du coup, c'est bon, je vais mettre fin à ce direct. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.